commencer avec le premier sujet. Donc, comme vous le voyez, à 10 heures, là, on commence le premier sujet jusqu'à 11h10, où il y aura les communications des firmes Sodexo, Nestlé et Nutrisense. Et à 11h30, le quad 9 en 2021 de l'hospitalisation à domicile, le suivi téléphonique du patient oncologique. Voilà, donc passons au premier sujet, qui est le partage d'expériences dans la prise en charge de l'anorexie. C'est vraiment un sujet d'actualité. On l'avait déjà prévu l'année passée au congrès qu'on avait dû annuler, mais là, il a vraiment tout lieu d'être, ce sujet en tout cas, puisqu'on voit que nos patients, le nombre de nos patients a triplé dans le service de psychiatrie infanto-juvénile, donc les patients anorexiques, en hospitalisation ainsi qu'en ambulatoire. Alors, nous accueillons Marie Delay, qui est médecin, qui est arrivée à l'hôpital Erasme en... Ouais. Ah, mais c'est vraiment, oui. Je vais mettre je les Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Marie Delay, docteur Marie Delay, qui est arrivée à l'hôpital Erasme en 2005 dans le service de psychiatrie. Marie Delay s'est rapidement aperçue que les enfants et les ados avaient des besoins spécifiques différents de ceux des patients adultes. Et c'est comme ça que, après quelques années, elle a mis sur pied la clinique de psychiatrie infanto-juvénile après avoir passé une thèse sur le détachement de l'adolescence. Depuis janvier 2020, le service de psychiatrie infanto-juvénile est créé. Marie Delay en est la directrice. Dans les rapprochements hospitaliers, le service de psychiatrie infanto-juvénile sera notamment le centre de référence pour les troubles du comportement alimentaire de l'adolescent. Par ailleurs, Marie Delay est également investie à la fac avec les cours en médecine, dentisterie. Elle est aussi secrétaire académique. Alors, on accueille aussi Michel Van Bergen, le diététicien de notre équipe, qui est de rejoindre notre équipe lui, il y a déjà 23 ans. Michel travaille en hospitalisation, dont l'unité de psychiatrie infanto-juvénile, avec aussi un suivi en ambulatoire. On va retrouver aussi Roxane Aglav, que vous avez vu et qui a participé au deuxième webinaire. Donc, elle fait partie de l'équipe diététique depuis 3 ans. En plus de son activité dans l'unité de gastro, elle a aussi une activité en hospitalisation et en ambulatoire dans le service de psychiatrie infanto-juvénile. Voilà, je vais passer la parole au professeur Delay. Voilà. Roxane, je t'en prie. Merci beaucoup Sylvie pour cette invitation que je trouve très importante, puisque comme tu l'as bien dit, en psychiatrie infanto-juvénile, on travaille vraiment en pluridisciplinaire et l'équipe diététique, évidemment, a toute son importance, notamment dans les troubles alimentaires. Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe ici du Tonnerre, avec laquelle je travaille avec beaucoup de plaisir. Et donc, on va vous faire d'abord une petite introduction sur l'état des lieux actuels sur les troubles alimentaires, essentiellement de type anorexie. Alors, pour votre information, ce congrès diététique tombe extrêmement bien, puisque le 2 juin, c'est la journée internationale des troubles alimentaires. Et donc, Sylvie a organisé ça en avant-première, je l'en remercie beaucoup. Alors, comme vous le voyez, au niveau des troubles alimentaires, ça reste quand même la pathologie mentale la plus sévère, puisqu'on a encore actuellement des taux de rechute de 50%. Au niveau de la mortalité, on reste à un taux de 5%, donc il est ultra important de pouvoir agir précocement, de manière préventive, dès qu'une perte de poids est observée chez les patients. Ça nous vient de Mark Gorry, qui est un grand spécialiste australien dans toutes les formes de thérapie pour l'anorexie alimentaire. Alors, je ne vais pas vous indiquer ça en détail, mais en tout cas, en pédopsychiatrie, on travaille aussi avec les critères DSM-5 qui nous disent que pour avoir un diagnostic d'anorexie mentale, il faut vraiment réduire au minimum ses apports alimentaires
Il faut vraiment avoir peur de prendre du poids ou d'être trop gros. Et enfin, il y a une altération de la perception que les gens ont d'eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a une dysmorphophobie, ils vont toujours s'estimer beaucoup trop gros alors qu'ils sont trop maigres. Alors, le type restrictif doit durer depuis 3 mois avec aucun accès d'hyperphagie. Et alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait des accès de purge, de vomissement pendant ces 3 mois parce que sinon, on passe plutôt dans des formes de boulimorexie. Les stades de gravité, comme vous le voyez, on est en stade léger quand l'indice de masse corporelle est jusque en dessous de 17. On est entre 17 et 18 dans un stade léger d'anorexie mentale. On devient un épisode moyen quand l'IMC est entre 16 et 17. Alors, comme on le verra par la suite, à ce stade-ci, on peut encore conserver l'ambulatoire. Par contre, en dessous de 16, il est quand même vivement conseillé de proposer une hospitalisation pour aider l'adolescent et ses parents à veiller à une bonne nutrition. Les cas où l'IMC est en dessous de 15 sont des cas vraiment très sévères, très graves, nécessitant d'urgence une hospitalisation avec souvent une renutrition. Alors, la boulimie, on a une alternance entre restriction alimentaire et épisode de gavage, où là, on a vraiment de la gloutonnerie, le patient va s'enfiler tout ce qu'il y a dans le frigo sans pouvoir s'arrêter. À ce moment-là, il est en déconnexion complète et on n'arrive pas du tout à communiquer avec lui. Ces aspects de gloutonnerie, en fait, interviennent quand le patient a une sensation de vide et c'est la seule façon pour lui d'apaiser ses angoisses. Alors, on dira épisode léger s'il y a 1 à 3 épisodes par semaine. On est dans les formes moyennes avec 4 à 7 épisodes par semaine. Forme grave quand on a plusieurs épisodes par jour. Alors, on a le binge eating disorder, où là, vous avez des accès hyperphagiques, des crises comme ça de gloutonnerie aussi, mais sans forme de purgation, sans forme purgative. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, c'est de vous montrer un trajet patient, puisque c'est vrai que nous allons devoir travailler maintenant en réseau hospitalier, c'est comme ça dans chaque province, en tout cas, et à Bruxelles, c'est le cas. Donc, on est en train de s'organiser, ce qui finalement est assez bénéfique pour les patients, puisque dans l'anorexie mentale, dans les troubles alimentaires, il y a plusieurs formes de thérapie possibles qui sont comme ça complémentaires et qui peuvent convenir à la plupart des patients. Donc, généralement, la porte d'entrée pour l'adressage d'un patient en trouble alimentaire, c'est soit le médecin traitant, soit un collègue pédopsychiatre. Et comme je disais en introduction, on va le garder en consultation si le BMI n'est pas trop sévère, n'est pas trop bas. Alors, sinon, on va vers l'hospitalisation. Alors, on travaille aussi avec le Centre thérapeutique pour troubles alimentaires du domaine, qui est un centre ambulatoire que je décrirai un peu plus par la suite. Alors, on a différents référents. Alors, c'est vrai que, comme Sylvie l'a dit en introduction, ici à Erasme, on se cible plutôt pour des patients entre 13 et 19-20 ans. Donc, c'est plutôt l'adolescent, le grand adolescent de la transition. En sachant que pour ceux qui ont jusque 12 ans, le service de l'hôpital des enfants du professeur Delvey et son équipe font aussi un travail par rapport à la problématique alimentaire. Chez l'adulte, on a le docteur Vanley qui travaille au domaine et le docteur Miner qui peut recevoir des patients en consultation à prix humain. Alors, voici l'équipe de choc de l'hospitalisation à Erasme. Donc, il y a mes 2 collègues aussi, Dr. Ackerman et Berenbaum.
Le docteur Dauphinet est un psychiatre d'adolescents qui travaille en consultation à Erasme. Mesdames Di Fiore et Burton sont les psychologues de famille et individuels. Madame Copé et Madame Ramsis sont aussi en consultation. Alors, notre équipe de choc qui est ici à ma droite, à votre gauche pour vous, je pense, Madame Roxana Lave et Monsieur Michel Hubert. Franchement, je me trompe. Voilà. J'avais appuyé sur le bouton du bas. Alors, donc, l'importance du BMI, alors c'est vrai que Roxane et Michel vous parleront tout à l'heure aussi des courbes de poids ou de percentile, puisque c'est vrai qu'en dessous de 13 ans et jusqu'à 13 ans, comme les ados parfois n'ont pas encore eu leur croissance maximale, il est plus simple de se repérer sur une courbe de poids pour savoir quel est l'objectif du poids de santé à atteindre. Le poids de santé étant un poids où l'adolescent retrouve une vie normale, retrouve ses règles aussi, puisqu'elles disparaissent après 3 mois de restrictions alimentaires massives. Et donc, ce sera vraiment évalué en fonction de sa courbe depuis tout petit. Alors, lorsque le BMI est supérieur à 16, on va conserver une activité plutôt ambulatoire avec le domaine, Erasme, et donc le trépied efficace qui marche bien, c'est vraiment l'apport d'un suivi individuel, d'un suivi familial et d'un suivi plutôt somatique qui est géré par les médecins généralistes et les diététiciens. Maintenant, si le BMI devait descendre en dessous de 16, et donc là, on est dans une phase où l'adolescent n'est pas encore dans une restriction complète, alors on pourra vraiment travailler au centre thérapeutique pour troubles alimentaires, qui est un centre ambulatoire, mais plus contenant, plus construit que ce qu'on a en simple consultation. Alors on travaillera aussi sur les comorbidités, parce que s'il y a des comorbidités aussi comme la dépression, comme les envies suicidaires, comme les automutilations, en général, on préconisera plutôt l'unité d'hospitalisation à Erasme. Le CTTA s'adresse vraiment à des problématiques alimentaires isolées. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe au centre thérapeutique pour troubles alimentaires du domaine, on voit qu'une fois que l'engagement dans la thérapie est confirmé, l'entretien va se faire aussi avec la fratrie pour voir qu'est-ce qui a changé finalement au niveau de la dynamique familiale. Comment se passent les repas? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressivité les uns vis-à-vis des autres? Et donc ça, c'est vraiment un entretien qui est très intéressant parce que ça permet à la psychologue et aux équipes de se rendre compte du type d'interaction qui se passe à la maison. Alors, au CTTA, on organise aussi des activités de groupe sous diverses modalités. Donc, il y a des groupes plus créatifs. Il y a des groupes pour les parents qui sont plutôt des groupes de psychoéducation par rapport à l'alimentation. Ensuite, il y aura une séance qui sera filmée à domicile autour d'un repas. Et puis, après ça, le travail peut commencer. Une fois que le CTTA est terminé, on réoriente vers l'envoyeur, vers le domaine ou la consultation à Erasme en fonction du cas. Alors ici, vous voyez que c'est un congrès qui a eu lieu en janvier 21, la Eating Disorders International Conference. Et donc, c'est la FBT, la Family Based Therapy, qui est prônée comme étant celle qui a le plus de succès quand un patient a vraiment une perte de poids importante. Comme son nom l'indique, c'est une thérapie qui se fait avec l'adolescent et ses deux parents, afin que l'adolescent prenne de la distance par rapport à tout ce contrôle alimentaire qu'il a mis en place et que les parents puissent reprendre le contrôle de ce qui se passe. Alors, ensuite, la CIPT, c'est vraiment une thérapie plus individuelle qui va aider le patient à diminuer cette rigidité de pensée, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a parfois des patients qui ont 30 kg pour 1,60 m et qui trouvent qu'ils sont toujours obèses.
Et donc, il y a quelque chose comme ça qui va se travailler sur cette pensée obsédante, obsessionnelle, opératoire. Donc ça, c'est des formes de thérapie plutôt cognitives et comportementales qui vont aider le patient à diminuer cette rigidité. Alors la thérapie psychodynamique focale, là, c'est plus voir comment prendre distance, comment changer le rapport à l'alimentation. Et ça, c'est plutôt psychanalytique. Alors, ce qu'on a aussi vu au congrès en janvier, c'est qu'il était évidemment important de faire une intervention précoce à la moindre diminution. Moi, c'est ça qui va vraiment confirmer l'évolution par la suite. Donc, j'aimais bien ce slogan Stop Fear of Food, puisqu'on a vraiment l'impression avec certains patients qu'ils ont peur de ce qu'ils vont manger. Donc, certains sont même dans des préoccupations plus délirantes en se disant qu'ils finalement ils s'empoisonnent en mangeant. Et donc, ça, c'est tout un travail qui est à faire. Alors, comme vous voyez ici, j'aime bien montrer aux patients parce que c'est nous, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a mis son micro. Alors, donc, ce que nous, moi, parfois, je montre ça à des patients qui sont très réfractaires, puisque vous voyez à gauche, je ne sais pas si je vais. Donc, ici, ah bon, de toute façon, je n'y arrive pas parce que j'ai ma coordination psychomotrice, c'est toujours un petit peu. Donc, vous voyez qu'à gauche, on est avec un patient chronique qui a un trouble alimentaire, qui n'est pas d'anorexie. Et vous voyez qu'il y a vraiment un amincissement au niveau de la matière blanche, au niveau cortical. Et tandis que chez les sujets sains, la masse cérébrale est aussi plus importante. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier de dire aux patients, c'est que leur vie est en jeu. Alors, vous voyez déjà que plus le BMI est bas, plus ça va prendre du temps, évidemment, pour aller mieux. Donc, le BMI, vous voyez que en bleu, là, c'est le BMI qui était plus bas au départ et que donc, on a une évolution qui va être plus longue. Alors, en 2020, dans la European Eating Disorder Review, vous avez un article qui a été fait sur le traitement rapide, avec une rémission rapide ou un risque de rechute. Et donc, ce traitement consiste en l'aspect suivant, c'est-à-dire qu'on va référer de manière précoce aux soins de première ligne, c'est-à-dire au médecin traitant. Et puis, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge ciblée qui soit faite, comme on a vu avec la family-based thérapie, avec des formes plus individuelles. Alors, ce que nous, on aimerait bien ici à Erasmus, c'est vraiment de proposer à un moment donné un site internet, comme ça existe dans les pays anglo-saxons, et pour pouvoir chatter avec des patients, avec leurs familles qui sont préoccupés, puisque la vie devient complètement impossible à partir du moment où un patient a devenu trop bas, puisqu'il n'y a plus que ça qui existe au sein de la maison. De même que le patient, à un moment donné, commence à s'épuiser par cette dynamique alimentaire qui l'envahit. Il est vraiment comme dans une prison dorée. Et donc, ce type de chat, en tout cas chez nos collègues extérieurs, permet vraiment de diminuer cette pression, puisque les gens voient qu'ils ne sont pas seuls par rapport à la problématique. Donc ça, c'est un projet pour l'année prochaine. On a aussi vu ce qui était intéressant au congrès, c'est une forme de traitement à domicile avec une équipe mobile. Donc ça, c'était plutôt en Allemagne, où ils vont à domicile et il y a différentes phases, comme vous voyez, où au début, on va plusieurs fois par semaine avec une équipe infirmière, diététicienne, psychologue, pédopsychiatre. Et au fur et à mesure où ça va mieux, évidemment, les contacts se distancient jusqu'à avoir atteint le fameux poids de santé, où là, on n'est plus du tout inquiet pour les dangers vitaux.
Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment que les hospitalisations soient les plus courtes possibles. En tout cas, si les BMI sont trop bas, en dessous de 16, il faut proposer d'emblée une hospitalisation parce que le patient mettra moins de temps à retrouver un point normal. Alors, vous avez des suivis ambulatoires plutôt cognitivo-comportemental au domaine. À Erasme, on se centre aussi sur une thérapie systémique très centrée sur la famille. On a aussi à Erasme, pour les 5 années à venir, un projet de mise en place d'un centre de jour où on va pouvoir accueillir les patients qui ont plusieurs comorbidités, ce qui n'est pas le cas pour le moment au domaine, puisque là, on est vraiment dans un trouble alimentaire isolé. Mais ce qu'on s'aperçoit au quotidien, c'est que c'est très rare que les patients aient un trouble alimentaire isolé, ils sont en dépression, ils sont suicidaires, il y a des problèmes à la maison. Donc, tout ça pourrait être géré dans une forme d'hospice à domicile. Alors, au niveau du reste, je pense qu'il faut juste peut-être. Donc, ensuite, au niveau de l'enseignement et de la prévention, c'est important les journées comme aujourd'hui, parce que c'est vraiment à ces moments-là qu'on peut vraiment faire entrer ça et faire connaître ça mieux. On aura aussi un webinaire ce mercredi qui s'adressera là plus aux premières lignes, aux pédiatres et à d'autres équipes qui ne s'occupent pas nécessairement des troubles alimentaires. Alors, ça, c'est des articles qui ont servi, qui étaient recommandés au niveau du congrès, qui sont assez récents, comme vous pouvez le voir. Et je vais laisser parler les collègues. Alors, c'est vrai qu'ils vont parler d'une chouette expérience qu'ils ont eue en Suède avec le mandomètre, qu'on a expérimenté là pendant plus d'1 an. Alors, en avant-primeur, on peut quand même leur dire qu'on a un prototype 100% pur belge ardennais qui va sortir dans les semaines qui viennent et qui sera un peu dans la même logique que ce qui vous est présenté. Alors, ce que je n'ai pas aussi fait, c'est que je ne les ai pas remerciés parce que avec Laurence Lefebvre, une diététicienne de l'équipe, vous avez vraiment maintenant mis en place un programme de nutrition que vous allez vous présenter en collaboration avec les pédiatres de l'hôpital Erasme, et ça se passe super bien, c'est précieux. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci. Merci Marie. Nous allons poursuivre avec, vous avez expliqué la prise en charge diététique des patients ici à l'hôpital Erasme. Donc nous aidons donc un patient. Et effectivement, revenir sur les très bonnes expériences de Stockholm nous a bien aidé. Nous avons pu aller, Roxane, moi, Tara Brenbo et 2 autres intervenants pour nous former à cette méthode qui a été employée ici à l'hôpital. Un petit rappel, en fait, à l'Erasme, les patients qui ont un BMI inférieur à 13 ont une mise au point qui est somatique en pédiatrie, qui est faite par les pédiatres en liaison avec la pédopsychiatre qui va s'occuper du patient par la suite, et en collaboration, comme c'était indiqué, avec Laurence Lefebvre, qui est notre collègue de pédiatrie, avec qui nous travaillons sur ce projet. Mais en général, les patients qui ont un BMI inférieur à 14 se voient placer une nutrition entérale via une sonde nasogastrique. Ce sont classiquement des produits adultes. C'est parfois le cas de produits pédiatriques, c'est surtout vrai quand ils sont hyperprotéinés, et pour ne pas mettre des produits adultes qui sont excessivement riches, alors que ces personnes ont des très faibles poids, un BMI très bas et un faible poids. Les admissions de patients avec un BMI qui fluctue de 14 à 15, évidemment, il y a une observation de 7 à 10 jours. Si on voit que les apports oraux sont suffisants, ils auront eux aussi une sonde gastrique et de l'entérale. Le cas échéant, face à sa fonction des patients, on va agir plus ou moins vite, selon s'ils sont plus ou moins compliants ou pas. Comme Marie l'a précisé, évidemment, le but est de ne pas avoir un séjour hospitalier extrêmement long. Et donc, l'entérale s'arrêterait aux alentours d'un BMI de 16 ou pour un BMI de 16, on se refait par étapes. Ce qu'on appelle phase de stabilisation, c'est simplement le fait que le patient doit absolument conserver un poids stable durant 2 semaines,
prouvant par là qu'il est capable de quitter l'hôpital, d'être suivi en ambulatoire, qu'il il n'est pas abandonné du tout, mais il faut simplement pouvoir quitter l'hôpital avec un suivi qui soit assuré et un BMI qui se maintienne. Le BMI n'est pas suffisant, mais c'est une première étape. Donc, en pratique, chez nous, donc, le contrôle du poids a lieu 2 fois par semaine. Le lundi, c'est le poids qui va servir de base pour une discussion du groupe disciplinaire du mardi. On discute du devenir de chaque patient et c'est lui qui va permettre d'orienter un petit peu les choix qui sont faits. Le second contrôle de poids, qui est le jeudi, donne juste une idée de comment la situation évolue et s'il faut voir notre fusil d'épaule, s'il faut encore changer de tactique. On va augmenter les apports de manière progressive. Donc, ce n'est pas 20, c'est 200, 400, voire 500 kcal par semaine, ça dépend des cas. Rien n'est coulé dans le béton. Mais donc, le but, c'est quand même que ça augmente, que les apports soient augmentés d'office. On insiste très fortement sur un fractionnement des apports, parce qu'il est important que ces patients aient 3 repas des collations. Ça, c'est non négociable. Si l'entéral est mise en place au début du séjour hospitalier, on va augmenter l'entéral pour avoir des apports suffisants. Il sera d'office mis la nuit, comme ça le patient peut s'alimenter le jour. Et bien entendu, dans le second temps, on va tout doucement diminuer l'entéral. On va compenser par l'emploi de suppléments de sel oraux, bien sûr en tenant compte de ce qu'elle mange. Et comme ça permettra de diminuer progressivement l'entéral. On va aussi par la suite substituer les suppléments de sel oraux par les collations plus traditionnelles, plus classiques. On va également faire en sorte que les repas reprennent des durées quand même un peu réalistes. C'est aussi un signe évident de ces patients qui vont facilement manger durant 40 minutes, 1 heure. Ici, elles sont contraintes de manger plus rapidement. On va également réintroduire les aliments qu'elles jugent interdits, qu'elles s'interdisent, les aliments qui posent des problèmes chez elles. Donc le but, il est de normaliser le comportement alimentaire, mais que ce qui sera suivi à l'ambulatoire. Le séjour hospitalier, en général, on va dire que ces patients restent plus ou moins 2 mois. Bon, il y a bien sûr des cas différents. C'est pour ça que tout doit être poursuivi à l'ambulatoire et que, quand ils quittent l'hôpital, ne sont pas guéris du tout. Donc ici, c'est vrai qu'on essaye de se rapprocher un peu des recommandations de la Haute Autorité de Santé en France vis-à-vis des objectifs. Donc vraiment atteindre et maintenir donc un poids et un statut nutritionnel donc adapté à l'adolescent, alors que l'alimentation soit plus spontanée, régulière, diversifiée, qu'il y ait des apports énergétiques qui soient adaptés, aussi que le patient soit détendu face à l'alimentation. Qui retrouve ses sensations donc, de faim et de satiété. Et évidemment, on intervient, on va vraiment faire attention à tout ce qui est complications suite à la renutrition. Donc, par rapport aux stratégies nutritionnelles, ici, eux, ils recommandent donc une prise de poids de 0,5 à 1 kg par semaine. C'est ce qu'on vise également ici. Ils préconisent donc une renutrition par voie orale. Dans un premier temps, à part pour des BMI vraiment très faibles, donc en dessous de 11. Et si ça ne fonctionne pas, alors mettre en place des compléments alimentaires. Et si ça ne fonctionne toujours pas, alors opter pour une nutrition entérale. Alors, ils insistent ici aussi que l'accompagnement diététique est vraiment indispensable pour vraiment réintroduire donc l'alimentation progressivement. Pour l'exemple d'un cas patient, c'est une jeune fille de 16 ans. Il faut dire ce qui est que ces dernières années, la patientèle est devenue sur des personnes beaucoup plus jeunes. Il n'est pas rare d'avoir des jeunes ados de 12 ans dans ce service. Pour l'instant, il y a notamment 10 patients et elles ont 13-14 ans en moyenne. C'est une fille. Majoritairement, cette problématique touche les filles. Nous avons ici, sur 10 patients, qu'un seul garçon. Donc, elle est arrivée avec un poids de 35 kg, à 1,73 m, un BMI inférieur à plus bas que 12. En réalité, donc, avec le confinement, finalement, elle avait 55 kg, qui était un poids un petit peu basse, mais elle se maintenait. Elle était au niveau du hyperactif de 25, mais c'est un poids que cette jeune fille avait depuis longtemps. Le confinement étant venu,
elle a malheureusement pris 10 kilos au tout début du confinement pour arriver à 65 kilos. L'analyse alimentaire à l'arrivée, mais finalement, elle a remarqué qu'elle a décidé de faire régime en éliminant tous ces grignotages, ces collations sucrées. Elle a également diminué certains aliments, et c'est là, enfin, ce n'est pas le cas de cette jeune fille, mais c'est souvent le cas où elle se déclare, enfin, il se déclare végétarien. Ça, c'est souvent le cas avec des gens qui sont déjà végétariens depuis quelques mois, un an maximum. C'est vraiment un premier signe d'un trouble alimentaire, parce que c'est un moyen très facile pour éliminer beaucoup d'aliments d'un coup. Bon, à force de faire son régime extrêmement strict, elle a perdu énormément de poids. Et en juillet-août 2020, elle a eu une sévère perte de poids, un usage statique qui n'était même pas de 700 kilocalories par jour, avec bien sûr des aliments qu'elle s'interdisait, qui sont tous des aliments sucrés, des aliments gras, transformés, et aussi une façon de moins manger, c'est également d'augmenter le temps des repas. Ça permet de traîner en longueur, ça permet d'énerver les parents, et finalement de manger seul, ce qui fait que ça n'est pas manger assez. Bien entendu, elle, enfin, comme beaucoup, malheureusement, elle pèse ses aliments, elle a utilisé une application pour compter ses calories. Il faut aussi préciser que souvent, ces patients aident pour faire les repas, qui permet aussi d'un peu de tout contrôler et de tout éliminer. Il y a une activité physique assez importante, elle pratique du VTT, du fitness à la maison. Il va sans qu'elle arrive à l'hôpital, il y a eu un arrêt du sport drastique, mais bien sûr, elles ont toujours tous les trucs pour dépenser un maximum, et elle marchait beaucoup dans le service. Elle a été suivie en ambulatoire par une collègue diététicienne depuis janvier 2021, qui avait réussi à réintroduire des collations glucidiques et protéinées, et malheureusement, que quand elle faisait du sport, et quand elle n'en faisait pas, il n'y avait pas ces collations. Et finalement, au domicile, elle consommait 3 repas et 2 collations, qui étaient des fruits et en quantité extrêmement faible. Donc, ici, par rapport à la courbe, donc ici, on utilise les courbes flamandes. Donc, on observe que son poids habituel, donc, qui était de 55 kg au mois de mars 2020, se rapproche donc du P25, qui a toujours été son poids, a toujours suivi cette courbe. Ensuite, donc, elle prend du poids, donc elle est au-dessus du P50, et puis on retrouve donc une perte de poids assez drastique, donc une perte de 30 kg. Donc avec, comme vous l'a dit Michel, cette perte de poids a commencé principalement pendant le mois d'été. Donc ici, en fait, dans la courbe, vous retrouvez donc cette courbe rouge qui est en fait le cut-off. Et donc, en fait, si le patient est en dessous de cette courbe, on le considère comme un risque sévère d'un syndrome de renutrition. Donc, selon les recommandations donc, du Marcipan, si le BMI médian est en dessous de 70%, donc on a un signe de malnutrition sévère, donc ce qu'on a ici chez cette patiente. Donc, si la nutrition est très faible ou pas d'alimentation du tout dans les derniers 3 à 4 jours également, s'il y a une perte de poids de plus de 15% dans les 3 derniers mois et un taux d'électrolytes anormaux avant le début de la réalimentation. Ici, il y a d'autres éléments donc, à lesquels il faut vraiment faire attention avant de faire la renutrition. Donc, vérifier tout ce qui est au niveau du système cardiovasculaire, ECG, etc. Faire une prise de sang, bien contrôler tout ce qui est le potassium, le phosphore, etc. Donc ici, chez cette patiente, donc, elle est arrivée en pédopsie en mars 2021. Donc, on a mis en place chez elle une sonde nasogastrique. On a utilisé donc un protocole de réalimentation lent pour le syndrome de renutrition. De base, en fait, quand on remet un peu sa courbe au P25, on a un poids cible à 56,8 kg. Mais ici, en fait, comme on a un décrochage de courbe qui est tellement importante, pour la réalimentation, on va plutôt se baser sur un poids à 50 kg qui est donc le P3. Et donc ici, on a une cible énergétique à 2250 kcal par jour. Donc ici, on reprend donc les recommandations du CSS 2016 chez les enfants et adolescents. Donc ici, par rapport au plan de nutrition entérale, donc on a commencé d'abord par une supplémentation en vitamine D et en phosphore.
Et ensuite, donc, on a commencé donc, l'alimentation par nutrition entérale. Il faut savoir que c'est une patiente qui mangeait vraiment très peu et à l'arrivée en hospitalisation, elle mangeait encore moins. Donc, on a commencé les 2 premiers jours donc, avec un 15 kilocalories par kilo par jour, qui représente plus ou moins un 500 millilitres. 10 de source protéines fibres. Ici, on a utilisé les sources protéines fibres parce qu'elle a 16 ans, donc on utilise la nutrition adulte. Ensuite, les 2 jours suivants, on a mis donc 20 kilocalories par kilo par jour et ensuite on est arrivé à 25 et puis l'objectif étant d'arriver à 45 kilocalories par jour. Mais évidemment, on ne va pas mettre ça uniquement par nutrition entérale, on tient compte également de l'alimentation péros et aussi de la prise de poids. Donc ici, c'est une patiente qui prenait du poids avec les 25 kilocalories, donc on ne va pas remplir entièrement ses besoins par nutrition entérale. C'est important que la prise de poids soit harmonieuse et donc quand on met en place la nutrition entérale, c'est aussi de tenir compte de ça. Donc ici, l'évolution au cours d'hospitalisation, donc elle arrive avec un poids à 35 kg, donc un BMI en dessous de 12. Donc on met en place la nutrition entérale, comme je vous l'ai expliqué juste avant avec le protocole. Et alors, on atteint 1250 ml par jour, où elle a 1662,5 calories par jour. Et elle mange un petit peu à côté. Alors à la 3e semaine, en fait, elle a un déclic. Elle mange tout. Donc la totalité de ses repas, la totalité de ses collations. Donc là, on décide de réduire la nutrition entérale à 1 litre. Ensuite, la semaine d'après, on observe vraiment une prise de poids assez importante. Donc elle était plus que 2 kilos sur la semaine. On observe un début d'œdème. Donc là, les médecins internes proposent de mettre une alimentation sans sel et on réduit donc la nutrition entérale à 500 ml. Ensuite, au niveau de la nutrition entérale, on a laissé 500 ml jusqu'à la 10e semaine, les œdèmes ont disparu et tout s'est normalisé. Alors à la 7e semaine, donc, on a un peu insisté par rapport au temps des repas, où c'était une patiente qui mangeait 40 minutes, voire 1 heure son repas et sa collation pendant un bon 30 minutes. Et donc là, donc, en fait, on lui impose de manger pendant 30 minutes. Et voilà, au début, c'était un peu compliqué, mais après, ça se passe très bien, en fait. Hein. Au début, c'est une source de stress, mais ensuite, elle l'accepte assez bien. À la 9e semaine, on a commencé à réintroduire certains aliments interdits. On a commencé par un biscuit 1 fois par semaine. Et ensuite, au cours d'hospitalisation, on a réintroduit les plats de pâtes, les frites, etc. Donc, à la 10e semaine, il y avait une nutrition entérale qui était toujours présente à 500 ml. Ça commençait à devenir un peu long, donc pour un peu la stimuler, on a réduit la nutrition entérale de moitié et on a mis donc un complément alimentaire pour compenser vraiment la perte au niveau de la nutrition entérale, pour éviter qu'il y ait vraiment une chute au niveau du poids. Et alors, à la 12e, donc elle arrive à ce fameux BMI de 16, où on retire la nutrition entérale, donc elle arrive à un poids à 48,2, donc on est à 12 kg, plus 12 kg. Et là, on met, donc, pour éviter une chute du poids, donc on met 2 compléments alimentaires. La semaine d'après, on en enlève un et en phase de stabilisation, en fait, l'objectif, c'est qu'elle ne perde plus de poids, mais on poursuit quand même cette prise de poids. Et donc, on revoit aussi également les besoins. Donc, on avait visé pour un P3 et maintenant, on vise donc pour le P25, donc son poids habituel, donc les 56,8 kg. Et donc, on augmente un petit peu le besoin. Ici, donc, en moyenne, elle a pris plus ou moins 1 kg par semaine, ce qui est tout à fait bon et harmonieux pour aussi l'acceptation de cette prise de poids. Pour une partie des patients, parfois négocient et sont réticentes à manger, il y a un pense-bête au niveau du service hospitalier, qui sert un peu de juge de paix. Et quand elles disent « je souhaite manger si ou c'est pas prévu », le nursing, donc les infirmières, utilisent ces plans ici, ces schémas, pour bien préciser aux adolescents qu'ils doivent manger et que c'est prévu dans leur plan. Ça va également servir, donc il va évoluer forcément entre le début du séjour et la fin. Il sera d'office remis à jour chaque fois et va également servir de base à un plan de sortie. Alors ce n'est pas la Bible, c'est juste
pour aider à faire une transition avec l'extérieur. C'est pour ne pas qu'elle revienne en arrière. C'est que pour que ce qui a été acquis reste acquis et qu'il ne commence pas de nouveau à éliminer ce qu'elle mangeait ici. Donc finalement, c'est toujours le même principe, on fractionne, c'est fort important, et on essaie d'identifier le niveau calorique. Donc nous allons aborder notre expérience avec à Stockholm, le mondomètre. En réalité, le mondomètre clinique est une spin-off du Karolinska Institut, et ils ont mis en place un programme qui prend en charge les troubles alimentaires chez les patients. Ils traitent aussi bien l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais également pas que les adolescents, mais aussi les adultes. Et ils ont mis au point sur une vingtaine d'années leur propre méthode, qui est le mondomètre, qui a été mis au point initialement et qui vont l'utiliser sur Stockholm, en Suède et dans d'autres pays. Ils ont différents centres qui sont aussi bien 6 jours de jour que du temps plein, mais ils ne sont pas rattachés à un hôpital appartenant. Mais en général, la durée du traitement total chez eux est plus ou moins d'1 an. En hospitalisation, donc les personnes restent et dorment non-stop là-bas, ils sont à plus ou moins 2 mois. Les patients qui viennent à la journée, un petit peu comme patients ambulants, vont être suivis durant 6 mois. Ils estiment qu'une rémission chez eux est un BMI à 20, mais il y a qui contrôlent plus que nous, au sens où ils seront plus de contrôle chez eux. Chez nous, une fois qu'il y a 16, on les suit toujours, mais ils seront en ambulatoire. Ici, ils veulent que ce soit fait chez eux. Il va falloir de 5 ans, ils sont vus 3 fois la première année et ensuite ils sont vus sur base annuelle. Donc ici, cette méthode repose sur 4 points cardinaux. Donc il y a normaliser le comportement alimentaire, réduire l'activité physique, retrouver une vie sociale et le repos et la chaleur. Donc au niveau de l'activité physique, donc ils mettent en place donc, des périodes de repos, ils essayent de limiter un maximum tous les mouvements, les déplacements se font en chaise et ils contrôlent l'activité physique via une montre connectée. Au niveau de la reconstruction sociale, ici on retrouve l'objectif, c'est de reconnaître donc, son corps, de l'accepter, reconnaître donc, les signaux d'alerte, pouvoir se confronter aux autres, pouvoir aussi également manger avec les autres et pouvoir retourner à la fin à l'école et au travail. Au niveau de la chaleur et du repos, donc ils ont là-bas en fait des pièces chauffées et ils utilisent également des couvertures chauffantes. Et donc ils y vont donc après les repas et c'est un moment c'est un moment de repos et ça permet de les apaiser et de diminuer donc le stress suite au repas. Et alors par rapport à la normalisation de comportement alimentaire, donc ils utilisent donc une échelle, donc le mondomètre que je vais vous expliquer juste après. Ils mettent en place également un plan alimentaire personnalisé et l'objectif aussi est de reconnaître donc les signaux de faim et de satiété. Donc, à l'admission, donc, ils font d'abord un rappel de 24 heures, une analyse alimentaire, voir un peu les habitudes du patient avant la maladie et actuellement. Et il faut également un lab test, donc c'est un repas test pour un peu voir le profil alimentaire donc, de ce patient via donc, le mondomètre. Et ça permet de voir un peu où en est le patient, qu'est-ce que pour lui représente une assiette normale en termes de grammage et en combien de temps il va la manger. Il y a également une évaluation du statut psychiatrique, donc via différents questionnaires, le CPRS, EDI et le DSM-5. Alors le mondomètre, donc ici en fait le mondomètre c'est une balance, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc chaque patient a cette balance. Elle permet en fait de peser la nourriture et elle est reliée en fait à une application dont le patient a accès, et également un programme informatique qui est paramétré par diététiciens et médecins. Et cette balance se connecte en fait en Bluetooth avec l'application via le smartphone. Et donc en fait ça se présente comme ceci. Donc ici on voit donc l'application, donc ce que voit le patient. Donc dans un premier temps, il va d'abord poser, donc il va indiquer que c'est le moment du repas. Il met donc la balance devant soi, il pose l'assiette
Et là, il peut commencer à se servir. Donc ici, l'objectif, c'est que c'est le patient qui se serve et qu'on ne lui sert pas, en fait. C'est lui qui fait ça tout seul. Et donc, en fait, on va lui indiquer des pourcentages en fonction des groupes d'aliments. Et lui va devoir vraiment se servir jusqu'à arriver à 100%. À savoir qu'ici, le patient ne voit en aucun cas le grammage ou quoi que ce soit. Il n'a aucune idée du grammage de son assiette, en fait. Il n'y a que des pourcents. Donc, dans un premier temps, les repas se font donc sans les légumes au début donc, du traitement. Donc, au niveau des répartitions dans l'assiette, donc on a 50% donc, de féculents, 40% donc, de viande, volaille, poisson, œuf et 10% de sauce. Ensuite, par la suite, on va réintroduire donc, les légumes avec 20% de légumes. Au tout début, en fait, le grammage donc, est paramétré par la diététicienne et va vraiment au début avec le repas test. Par exemple, si le patient au repas test a mis 50 grammes dans son assiette, ben, la diététicienne va vraiment adapter ça en fonction du patient et donc mettra 100 grammes, donc ce qui est le minimum. Par contre, si il s'était servi 200 grammes, ben alors elle paramétrera 250 grammes. Et l'objectif étant d'atteindre donc, les 350 grammes. Il y a également aussi le facteur temps, donc l'objectif étant aussi de manger en 15 minutes. Donc au début du repas et pendant le repas, l'application va poser la question au patient par rapport à sa sensation de satiété, donc où est-ce qu'il en est. Et ça permet également pour lui de réapprendre un peu à retrouver ces sensations-là qui ont totalement disparu. Donc, à la fin, donc, quand le patient a servi son assiette, on retrouve donc une courbe qui va se dessiner sur l'application où en ordonnée, on retrouve donc les grammages et en abscisse le temps. Donc, le patient ne voit absolument pas les grammages ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme ça que ça se présente. Et alors, l'objectif étant que le patient suive la courbe bleue qui est en fait un repas normal avec un comportement alimentaire normal. Et donc pendant qu'il mange, il y a cette courbe verte qui va se dessiner. Et alors la courbe mauve, c'est par rapport à la sensation de satiété. Donc au début, on commence vraiment par 0 et puis on atteint les 60 à 100%. Donc ici, les diététiciens et médecins ont accès donc au niveau donc, du database, donc au programme qui paramètre l'application. Au résultat. Et donc, ici, nous, on voit donc les grammages et le temps. Et ici, on observe, donc, ici, c'est une personne qui mange sans trouble alimentaire, où ben voilà, il y a des temps de repos, où au niveau des quantités, il va en prendre un petit peu plus, un peu moins, voilà. Et qu'au niveau des sensations de satiété, de faim, on commence à 0 et puis on atteint les 70%. Et donc ici, c'est un profil de patient type anorexique qui, déjà au niveau des grammages, on est plus bas. On retrouve une courbe très, très assurée où le patient en fait va vraiment manger petite quantité par petite quantité. Et au niveau des sensations de satiété, il commence déjà très haut, il commence à 50%, alors que normalement on devrait commencer dans les zéros. Donc là-bas, ils mettent en place donc, un plan alimentaire. Donc, pour tout ce qui est patient souffrant d'anorexie, ils vont privilégier tout ce qui est aliments plus caloriques mais de plus petit volume. Par contre, pour les patients souffrant de boulimie, ils vont mettre des aliments peu caloriques avec un plus gros volume et qui favorisent un effet plus rassasiant. Ils vont aussi éviter tout ce qui est produit déclencheur dans les deux cas, donc qui vont provoquer de l'anxiété chez les personnes souffrant d'anorexie et également éviter les aliments qui sont déclencheurs d'une crise d'hyperphagie chez les patients boulimiques. Ils mettent en place d'office 3 repas, 3 collations et au fur et à mesure du traitement, en fait, au début, ils reçoivent toujours la même chose, ils n'ont pas le choix, mais au bout d'un moment, ils peuvent rajouter des options et donc choisir entre telle collation ou telle collation. Au niveau des apports énergétiques, donc chez les patients en dessous d'un IMC 15, ils visent 1000 à 1500 kcal par jour, en augmentant progressivement l'apport par semaine, ou de 300 à 500 calories.
Et ils mettent en place vraiment au début des aliments que le patient arrive à manger. Et pour l'IMC, au-dessus de 20, donc ils visent 2000 calories. Ils essayent d'éviter tout ce qui est comportement hyperphagique et compensatoire et aussi de retrouver donc, les sensations liées au repas. Alors ici, donc, au niveau du plan de traitement, donc c'est important de pouvoir manger de tout, de ne pas exclure certains aliments. Le fait de pouvoir réintégrer les aliments, ça va aider à la socialisation. Au niveau du végétarisme, donc là-bas, ils ne respectent pas du tout le végétarisme des patients, sauf si c'est vraiment quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui a vraiment une conviction réelle. Aussi au début, en fait, ils font une liste des aliments interdits et donc au fur et à mesure, ces aliments interdits seront rajoutés donc, au programme alimentaire lorsqu'en fait le patient retrouve un poids stable, voilà, que les signaux de faim sont revenus, ou en fait un moment où le comportement alimentaire est plus ou moins normalisé. Et donc au niveau des aliments interdits, c'est quelque chose qu'on a introduit ici également à Erasme. Alors, des critères de rémission, donc l'objectif étant d'avoir un comportement alimentaire normal et de retrouver les sensations de faim, de satiété, via donc, en fait, un repas contrôle, donc par rapport au mandomètre. Ils vont demander aux patients en fait, de se servir l'assiette qui, pour eux, paraît, enfin, de ce que eux semblent normal ou de ce que eux ont besoin. Et donc, en fait, ici, quand ils vont faire le repas contrôle, on ne va pas du tout retrouver les pourcentages ou quoi que ce soit. Et nous, ensuite, en fait, dans le résultat, on va pouvoir voir le grammage, le temps, etc. Et donc, la réémission, donc, c'est un poids normal, donc plus ou moins un BIM au-dessus de 20, avec des tests sanguins urinaires normalisés. Ils font également repasser des questionnaires plusieurs fois pendant le traitement. Lorsqu'il y a un retour à l'école, que la nourriture et le poids ne sont plus un problème, et lorsqu'il n'y a plus en fait de crise de boulimie avant les 3 mois pour les patients boulimiques. Alors ici, ils ont fait une étude, donc les personnes qui ont mis en place cette technique, donc qui a été publiée ici en 2009. Et en fait, on observe que chez les patients, donc à l'admission avec une anorexie, qu'au début, donc, ils avaient vraiment des ingestats assez faibles avec des repas fort lents, et que quand ils sont en rémission, en fait, ils ont comparé ça à des personnes en bonne santé, on se rapproche assez fort de leurs résultats. Ici, pareil, donc c'est par rapport au grammage et au temps, et donc ici, les patients en rémission et les personnes en bonne santé, on retrouve vraiment également des résultats semblables. Alors au niveau des résultats, eux, ils ont un taux de rémission qui est de 75% en moyenne sur un an, un taux de rechute qui est de 10% sur 5 ans, et ils n'ont eu aucun patient qui est décédé. En conclusion, la prise en charge est d'office pluridisciplinaire. Il est important, même si vous êtes indépendante de votre coin, d'avoir des collaborations avec un pédopsychiatre, un psychologue ou un traitant. C'est impossible de suivre ce genre de patients seuls. La prise en charge est très très longue parce qu'il y a évidemment l'hospitalisation. Ici, c'est plus ou moins d'ordre de 2 mois, mais c'est bon déterminé et c'est important d'avoir sur du long terme une prise en charge qui sera ambulatoire avec des suivis constants et très sérieux. Il faut toujours se remettre en cause et évoluer, et suivre aussi l'actualité pour pouvoir avoir des prises en charge qui soient actualisées, qui ne soient pas des prises en charge du passé. Nous avons eu un très très bon, une des dispositifs du modomètre et des très bons résultats avec. C'est pour ça que finalement, ici, nous sommes enchantés d'avoir ce nouveau projet, d'avoir un outil maison, entre guillemets, qui permettra de poursuivre ce travail de fond. Et donc, c'est important d'avoir bien en tête que c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Être seul, ça n'a aucun sens. Qu'il faut avoir du temps, vous avez du temps. Voilà. Merci à vous. Merci aux orateurs pour cette belle présentation. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. Alors,
Euh, alors, j'ai une question ici concernant le mandomètre. Quelle est la raison du régime sans légumes qui est proposé au départ? Ici, c'était vraiment pour avoir un apport calorique le plus élevé possible. Et en fait, on prône aussi les lipides, plutôt les glucides et les protéines. Ce que le besoin, enfin, c'est ce que le patient a réellement besoin au début du traitement. Les légumes, c'est un peu, c'est pas quelque chose qu'ils ont besoin à ce moment-là. On vise vraiment plutôt les. Ça fera les volumes, ça va aider pour la satiété, mais aucune calorie en tant que telle efficace. Et finalement, on va perdre l'efficacité des légumes. Ils sont introduits dans un second temps, mais dans un premier temps, ils ne sont pas mis, ils sont pas mis en avant du tout. D'accord. Alors, une autre question. Pouvez-vous développer l'un de vos conseils qui indique de diminuer le temps du repas, par exemple de 40 minutes à 20 minutes, le facteur temps? À quel niveau cela a-t-il un impact chez les patients? Le professeur Delay, est-ce que vous avez une explication? Mais, donc, c'est vrai qu'on a des patients qui arrivent avec des repas qui durent parfois plus d'une heure. Et donc, on remarque que ça devient complètement non productif. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir diminuer à 20 minutes? Alors, 20 minutes, c'est peut-être excessif, mais on arrive assez vite à demander qu'ils mangent leur plateau à une demi-heure. Et donc, ça permet aussi que la satiété ne soit pas là trop rapidement, parce que plus longtemps on va manger, évidemment, plus la satiété sera là et moins le repas sera terminé. Et donc, ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Parfois, ça prend quand même plusieurs semaines. Mais c'est vrai qu'on va demander à la patiente au début, on va lui en parler, puis après ça, voilà, c'est cela comme ça, du jour au lendemain. Alors, une autre question que j'ai envie de vous poser aussi. Bon, ça a l'air un peu structuré comme prise en charge, mais j'imagine que ces patientes sont tellement différentes l'une de l'autre. Comment est-ce que vous vous y prenez pour adapter au mieux Elles souffrent de la même pathologie pour la plupart, mais finalement, elles sont toutes différentes et on ne sait pas copier la prise en charge d'une patiente A pour une patiente B ou une patiente C. Donc, il y a les grandes lignes qu'on peut garder en tête, mais il faut adapter, ça, il n'y a pas photo. C'est impossible de faire du copier-coller pour tout. Et c'est vrai que l'observation pendant quelques jours, quand elles sont admises en hospitalisation, ça permet vraiment de mieux voir comment elles fonctionnent au niveau alimentaire, au niveau aussi psychique. Et ça permet en effet vraiment d'adapter au cas par cas les prises en charge, quoi. Parce que leur réaction varie aussi très, très fort en fonction de leur faim. Comme elles perçoivent leur séjour hospitalier, certaines veulent absolument sortir à tout prix et se mettre vraiment sur off et mangent pour sortir directement. D'autres sont plus conscientes et acceptent qu'il faudra un peu de temps. Elles sont toutes différentes, c'est possible. Mais je dis toutes parce que finalement, comme majoritairement ce sont des filles, c'est pour ça que j'ai un peu ce défaut de les mettre féminin. Mais c'est la vérité, donc pour l'instant, qu'un seul garçon. D'accord, je vois qu'il y a une autre question de Patricia Lambeau, merci. Quand nous rencontrons en consultation diététique indépendante, donc c'est une diététicienne indépendante, des cas d'anorexie chez les adolescents, qui contacter pour une prise en charge pluridisciplinaire? Y a-t-il des groupes à recommander, professeur Delay? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, on a notamment ici sur Bruxelles plusieurs programmes complémentaires. Donc, vous avez un programme qui est plutôt, si vous voulez, de l'ambulatoire, qui est un programme cognitivo-comportemental qui est vraiment fait au domaine. Et donc là, c'est pour des patients qui n'ont quand même pas un BMI trop bas, c'est-à-dire que des patients qui auraient un BMI inférieur à 14, c'est pas possible. Mais quand on a un BMI au-dessus de 14, que la patiente présente vraiment le trouble alimentaire isolé, là, on peut orienter vers le domaine. Maintenant, si c'est quelque chose d'un peu mixte,
que les patients ont à partir de 13 ans, ça peut être ici à Erasme. Et ensuite, si les patients sont plus jeunes, ça se fait à l'hôpital des enfants. Alors, ici à Erasme, c'est un petit, si vous voulez, on fait un peu le tri des demandes, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de demandes, on fait parfois des premiers entretiens, et en fonction de la consultation, on peut alors mieux orienter le patient. Il y a aussi des prises en charge plus psychanalytiques. Là, c'est plutôt la Ramée Fonroy qui fait ce type de prise en charge. Et donc, si on fait des premières consultations des patients, on voit assez rapidement chez qui il faut orienter en fonction de la manière dont réagissent le patient et les parents. En tout cas, il faut toujours que le patient soit accompagné de ses deux parents pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de spécifique. Voilà, il n'y a plus de questions dans le chat. Grand merci pour votre participation. J'ai déjà vu des merci, des félicitations sur le chat. Donc, on va remercier le professeur Délé, Michel Van der Veen, Roxane Aglade, et on va passer au dernier. Nous allons passer donc au dernier sujet de ce webinaire et du congrès diététique, avec le point 9 de ce webinaire qui est de l'hospitalisation à domicile, le suivi téléphonique du patient oncologique. Alors, j'accueille Mathilde Audan, qui est diététicienne dans notre service depuis 1 an, mais qui a 5 ans d'expérience en nutrition clinique et plus particulièrement en oncologie. Elle travaille à Erasme donc en hospitalisation, notamment dans l'unité de soins d'hématologie et en ambulatoire pour la prise en charge des patients onco. En tout cas, elle est soucieuse de la prévention de la dénutrition des patients onco et on développe ensemble des actions dans ce sens. Alors, on accueille aussi Nedia Atanasefti, qui est notre collègue de l'Institut Bordet. En plus de son diplôme de diététicienne, Nedia a obtenu un DU en troubles du comportement et alimentaire et un DU en sport et nutrition, ainsi qu'un CAP. Elle a aussi fait une immersion linguistique en arabe à Rabat, une immersion linguistique en anglais à Malte. En 2011, elle est diplômée en Business English School à Liège et elle a aussi une formation en hygiène, HACCP, qu'elle a fait avec Formalim. Nedia débute son activité clinique en 2014 à l'hôpital Cochin, à Paris, dans le département d'oncologie. Et il y a aussi d'autres interventions qu'elle pratique en dermato, médecine interne et cardiologie. Elle rejoint l'équipe de l'Institut Jules Bordet en 2017, où elle prend en charge le service d'hématologie et d'oncogériatrie. Et depuis 2019, elle est aussi professeure en nutrition en 7e année d'aide-soignante. Voilà, je vais passer la parole à Mathilde qui commence. Oui. Voilà. Donc, on va vous parler un petit peu des consultations téléphoniques qu'on a mis en place. Alors, c'est sûr que je pense qu'on est nombreux à avoir des contacts téléphoniques avec nos patients, mais ici, on a vraiment pris finalement le pas de développer ce point de vue vraiment par des consultations téléphoniques pour différentes raisons. Notamment, en hospitalisation, le patient reçoit énormément d'informations, que ce soit au niveau médical ou paramédical, et du coup, parfois, le conseil diététique qui est donné n'est pas toujours vraiment pris en compte par le patient, et c'est pas rare de voir des patients qui, au cours des différentes hospitalisations, finalement, ont toujours cette même anamnèse alimentaire sans finalement avoir de changement, et des patients qui peuvent se dénutrir au fur et à mesure. Sans compter que le type de patient en oncologie, c'est des patients qui ont une asthénie souvent importante et qui sont demandeurs de diminuer en tout cas le nombre de venues à l'hôpital et encore plus vu le contexte sanitaire actuel. On a aussi certains cas où on a vraiment besoin d'un suivi plus systématique, que ce soit en fonction, par exemple, d'une mise en place de nutrition entérale, ça nous permet d'avoir un suivi plus rapproché, et aussi en fonction de certaines interventions qui demandent plus de suivi au retour à domicile. Et donc, il y a aussi beaucoup de patients qui viennent d'autres régions, hein, qui viennent à l'hôpital, qui viennent nous voir et qui viennent d'autres régions. Donc, c'est vrai que
pour certains, ce suivi téléphonique est réellement nécessaire pour leur prise en charge, en tout cas, au niveau du confort. Et c'est clair que l'impact de la pandémie a vraiment accéléré le besoin de passer par une consultation téléphonique plutôt qu'une consultation en présentiel. Et donc, au cours de finalement de ces prises en charge téléphoniques, on a pu voir certains avantages et certaines limites également. Déjà, on a pu systématiser notre prise en charge en proposant différents suivis. Donc, on a vraiment pu avoir des suivis plus rapprochés pour certains patients, notamment en cas de dénutrition, comme le principe de renutrition est quand même quelque chose qui prend du temps. C'est important d'avoir un suivi plus systématisé. D'autant plus que les prises en charge, elles sont assez évolutives en oncologie. Donc, selon le moment de la prise en charge, que ce soit en intercure ou pour une prise en charge en pré-op, en post-op ou en néoadjuvant, c'est sûr qu'on va pouvoir proposer à des moments particuliers ces entretiens téléphoniques pour suivre au mieux le patient. Donc, ça va être des conseils beaucoup plus concrets et beaucoup plus ponctuels à un temps T. Et le patient va vraiment pouvoir intégrer le maximum d'informations via ces consultations téléphoniques. Alors, c'est sûr que évidemment, on perd des informations via la consultation téléphonique. Comme on ne peut pas voir le patient, on n'a par exemple pas cette information de fonte de masse musculaire, on n'a pas toujours l'état général du patient. On peut l'entendre à la voix, mais on n'a pas forcément ce visuel qui va nous manquer. Donc le fait de ne pas avoir ce contact humain avec le patient, comme le disait Mathilde, ben voilà, on a réellement une perte de certaines informations, mais il y a aussi tout le langage corporel qui n'est pas présent en consultation téléphonique, c'est-à-dire que voir la communication non verbale, en tout cas, va être difficile à déceler. Et le langage corporel, comme on le sait, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'écoute active, en tout cas pour le patient. Mais il y a aussi son état psychique, son état d'écoute qui ne va pas pouvoir être décelé via ces consultations téléphoniques. Donc ça, c'est une certaine limite de ces consultations, en tout cas. Et ne pas avoir ce langage corporel, ça va aussi un peu nous empêcher de cadrer vraiment cette consultation téléphonique, notamment si on a des patients qui sont très logoréiques. On a plus de mal à cadrer cette consultation téléphonique qui peut du coup parfois prendre plus de temps que ce qu'on avait prévu. Parce qu'évidemment, le patient, il est vraiment dans le confort du domicile, donc il est chez lui, il connaît plus facilement ses habitudes puisqu'il sait ce qu'il a fait le matin même, voire la veille. Et un patient qui est dans vraiment son confort a plus facilement tendance à s'ouvrir aussi par rapport à une consultation en présentiel. Le fait d'être dans son environnement, finalement, ça permet aussi un contact plus rapproché avec le patient, mais aussi avec ses proches. Donc, on va pouvoir informer, ils vont pouvoir aussi nous informer sur l'état du patient, ses prises alimentaires, ses habitudes. Et aussi, on va pouvoir sensibiliser et le patient et les proches. C'est vrai que vu le contexte actuel, on voit de moins en moins les proches à l'hôpital qui accompagnent les patients. Donc, il y a vraiment un temps privilégié à la nutrition et ça, c'est pas du luxe. Et donc, le patient va vraiment pouvoir échanger sur la nutrition uniquement et dans son environnement, donc dans un environnement où il est le plus à l'aise. Et donc, le patient a aussi ce côté, ressent cette disponibilité du soignant, puisque comme on peut avoir un suivi plus rapproché, le patient se sent vraiment entouré. Et le patient oncologique, il a besoin de se sentir entouré, il a des questions, il s'informe le plus possible. Et le fait d'avoir cette consultation téléphonique, ça permet d'être vraiment plus proche du patient final. Malheureusement, ces prises en charge téléphoniques ne sont pas toujours applicables, donc on va avoir certaines limites, notamment pour les patients ORL avec des trachéos ou chez les patients malentendants ou les personnes âgées, où là, ça devient vraiment compliqué d'avoir un suivi téléphonique pour certains. Évidemment, en consultation téléphonique, on n'a pas vraiment l'utilisation de matériel, on ne peut pas peser le patient, on ne peut pas faire une mesure du NGRIP test par exemple, on ne peut pas donner d'échantillons à notre patient, et ça c'est sûr que c'est un peu dommage. On a aussi plutôt un côté plus pratique pour nous, c'est sûr que le fait d'avoir sa consultation avec un combiné téléphone à l'oreille, on perd un peu de flexibilité. Et c'est vrai que si on a un casque, par exemple, de téléphonie qui demande du coup un matériel plus spécifique, on est plus efficient dans notre consultation.
Au niveau pratico-pratique, c'est vrai que il y a souvent, en tout cas dans les instituts ou dans les hôpitaux, des problèmes de locaux. Et donc, c'est vrai que là, on n'a pas besoin d'un local à proprement dit à une heure précise, en tout cas pour une prise en charge du patient qui se déplacerait, en tout cas dans nos locaux. Alors, il y a moins de déplacements, ça on l'a dit, et donc du coup, c'est un confort notable pour le patient qui est souvent fatigué et qui essaye de limiter un maximum ses déplacements à l'hôpital. Et donc, le fait de pouvoir communiquer par téléphone, ça apporte aussi une certaine flexibilité. Si le patient ne se présente pas à la consultation, évidemment, on perd du temps. Alors que, par exemple, un patient qui peut ne pas répondre, on peut appeler un autre patient en attendant. Et du coup, on a vraiment une plus grande flexibilité. Et aussi, par rapport au patient, on n'a plus une plage de consultation si fermée et le patient a plus de possibilités pour être pris en charge. Ce qui nous permet du coup d'avoir aussi plus de patients suivis. On prévoit aussi un peu moins de temps pour ces consultations téléphoniques. Évidemment, ça dépend un petit peu de chaque prise en charge. Ici, on prévoit plus ou moins des consultations de 15 minutes, mais c'est pas non plus, c'est pas chronométré. Et donc, on a vraiment plus de patients qui peuvent être pris en charge sur le même laps de temps que quand on a une consultation en présentiel. Par contre, le fait d'avoir plus de patients suivis, ça fait plus de travail administratif aussi, notamment pour rédiger le dossier diététique. Plus on voit de patients, plus on a de dossiers diététiques à faire, et une consultation téléphonique ou une consultation en présentiel demande le même travail administratif. En plus, si on veut donner des documents à notre patient, on doit passer par mail ou par courrier, et ça demande par contre un autre travail. Je pense que ce type de prise en charge est à prendre comme un outil complémentaire à un suivi nutritionnel. Donc, comme on l'a dit, c'est des suivis au long cours avec des dénutritions qui s'installent, qui sont déjà là. Donc, ça nous permet vraiment de proposer les options, ces deux types d'options en tout cas aux patients, et donc de les mettre au meilleur moment de la prise en charge, de voir vraiment cette évaluation de l'état nutritionnel et physique, et de surtout en fait voir nous nos objectifs, donc à quel moment on peut proposer ce type d'intervention et à quel moment on doit voir en tout cas le patient en présentiel. Donc ça doit vraiment s'adapter à nos attentes, donc nos objectifs nutritionnels et aux demandes du patient qui sont aussi à prendre en compte parce que la collaboration sera beaucoup plus optimum si on peut lui proposer deux options. Donc, ça fait vraiment une prise en charge qui est beaucoup plus flexible, que ce soit pour le soignant ou pour le patient. Et en plus, c'est un premier pas vers la vague des outils connectés. Et l'oncologie touche malheureusement une grande échelle d'âge. Et du coup, les patients sont de plus en plus demandeurs aussi de plus d'outils actuels. Mais à côté de ça, c'est sûr que ça demande un matériel plus spécifique. Et pourquoi pas développer des outils dans le futur, peut-être d'avoir un moyen de visioconférence pour vraiment avoir le visuel avec notre patient, ou alors vraiment également une plateforme où on peut plus facilement échanger des documents, des conseils pour que le patient ait l'information dont il a besoin sans forcément passer par Internet où il lira de toute façon. C'est terminé? C'est terminé. C'était très intéressant. On va regarder sur le chat s'il y a des questions. Moi, j'en ai une évidemment qui est importante. C'est quel est le retour des patients? Est-ce que vous avez un feedback des patients par rapport à cette prise en charge téléphonique? Oui, en tout cas, je pense que vraiment pour certains patients, ça leur facilite la vie. Il faut savoir qu'en oncologie, comme le disait Mathilde, il y a des patients de plus en plus jeunes et qui gardent une activité professionnelle. Donc c'est vrai que le feedback est bon et c'est pour ça qu'il y a des patients qui sont vraiment demandeurs de ce type de prise en charge. Sans compter qu'en début de la pandémie, en fait, on avait vraiment ce besoin de limiter les déplacements des patients et je pense que ça a vraiment aider à la prise en charge des patients en oncologie. Vraiment, je pense que c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant. On voit même, si on va le proposer aux patients en hospitalisation, par exemple,
est-ce qu'il veut une consultation de suivi? On voit que le patient va se fermer un petit peu, puis on dit téléphonique, le patient est directement plus vert, ah oui, pas de souci, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Donc le patient est vraiment demandeur de ce suivi téléphonique plutôt que d'une consultation en présentiel. Très bien. Roxane, est-ce que tu vois des questions sur le chat? Non? Des commentaires, des remarques? Attends, prends le micro, s'il te plaît. On a une personne qui nous dit que le webinaire était vraiment intéressant. Voilà. Très bien, merci. Voilà, eh bien, si il n'y a plus de questions, un grand merci à Nédia et à Mathilde pour leur intervention, toujours dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins et surtout nutritionnels en ce qui nous concerne des patients et améliorer leur qualité de vie le plus possible. Voilà, ben, en tout cas, un grand merci. On va reprendre peut-être la présentation partagée, Roxane, à la régie, s'il te plaît. On a des professionnels du web. Tu peux repartager l'écran. Voilà. Alors, tout d'abord, un grand merci de nous avoir accompagnés pour certains pendant ces 3 webinaires pour ce congrès en distanciel. Malheureusement, c'est un peu dommage. On ne reçoit pas les applaudissements et on aime bien recevoir évidemment en présentiel. Je ne sais pas si tout le monde peut ouvrir le micro et nous applaudir. Ça se fait, ça? Vous pouvez faire ça? Je ne sais pas si vous nous entendez. Ah, j'entends des applaudissements. Merci. Merci en tout cas. Donc, au niveau de l'information, des informations pratiques, encore, juste pour vous rappeler que il y a des attestations de présence et de l'accréditation pour les médecins qui peuvent être demandées par mail à Kuna. Je vous rappelle aussi que les présentations et des enregistrements, si tout va bien, les techniques sont disponibles sur le site internet de l'hôpital dans les prochains jours. Alors, à nouveau, un grand merci pour les partenaires et pour leur soutien. Socamen, Nestlé, Nutrisens, Diploa, Nutricia, Baxter, Fresenius Kabi, Délical et Sodexo. Et nous, en tout cas, on vous remercie aussi. Moi, je remercie évidemment particulièrement les personnes qui sont impliquées dans l'organisation, au secrétariat en régie et dans toutes les présentations des personnes que vous avez vues. Mais j'espère en tout cas vous retrouver en présentiel l'année prochaine. Mais je me demande si pendant l'année on ne pourrait pas, si mon équipe suit, organiser encore des webinaires pendant l'année. Voilà. Grand merci pour votre participation encore et bon après-midi.